vous souhaite la bienvenue dans cette journée qui va être consacrée à, pour l'essentiel, écouter une réflexion de jeunes sur les problèmes de citoyenneté. Alors il y aurait plein de choses à dire et je ne vais pas me lancer dans une analyse là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est bousculé de toutes parts en Europe, en France. On était encore davantage bousculé au Moyen-Orient et peut-être moins au Maghreb. Mais c'est vrai que nous sommes dans une période, on en parlait à l'instant avec vous, et on se disait il y a quelques décennies, quand on était jeune, je parle de moi, on avait le sentiment qu'il y avait plein d'espérance. Il y avait beaucoup de problèmes dans les années 70 ou 80, mais il y avait de l'espérance partout. On avait l'impression qu'on pouvait simplement se contenter de cueillir l'espérance, et malgré les difficultés, on avait un avenir assez chouette. Et aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des fenêtres d'espérance, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désespérer, bien entendu. Donc on va commencer par réfléchir, en laissant la parole pour l'essentiel à des jeunes. Et on a donc plusieurs tables rondes. Et la première qui va être animée par Kmar Bendaba, qui est prof d'histoire à l'université de Tunis, qui va donc animer cette table ronde de ce matin. Et on se retrouvera tout à l'heure cet après-midi. Voilà, j'avais dit que je parlerais pendant 2 heures, finalement j'ai réfléchi, je parle de quelques instants et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette introduction rapide mais essentielle. C'est vrai que est-ce qu'il faut ouvrir des fenêtres d'espérance ou est-ce qu'elles sont peut-être, il y a peut-être des fenêtres ouvertes qu'on n'a pas encore vues. Il faut quand même aussi se dire que peut-être nous sommes trop anciens, peut-être pour voir ce qui s'ouvre, il faut un peu le reconnaître. أريد أن أتوجه بكلمات ترحيب إلى الإخوان والأخوات والضيوف. أعرف أن جل المشاركين في هذه الندوة لا يتكلمون الفرنسية، لكن أعرف أيضا أن بعض المشاركين سيساعدونا على فهم ماذا سيقال بالفرنسية. مرحبا بكم. وسنستفتح هذا الملتقى بمائدة غير مستديرة أكاديمية نوعا ما، لأنها متركبة من، ولو تديرها أستاذة، لكن متركبة من بحوث أكاديمية في جامعات متوسطية. والمساء سنعالج حالات موجودة في المجتمع وفي المجتمع المدني لكي يكون التواصل بين الأكاديمي والتجمع. Donc voilà, je voulais juste vous dire que cette journée a été conçue un peu comme ce que essaie de faire l'IREMO, par une jonction active entre ce qui se fait dans le monde académique, le monde universitaire, et ce qui se fait aussi dans le monde associatif. Je pense que c'est aussi dans cette construction de lien entre ces deux mondes d'expérience, parce que ce sont des mondes d'expérience, le savoir aussi en est une, que peut-être aussi nous pouvons construire ensemble peut-être des idées pour regarder l'avenir, pour interroger le présent, pour préparer aussi les perspectives de travail. Et toujours dans cet esprit de lier à la fois les domaines d'intervention, les domaines de connaissance, les domaines de savoir, de savoir-faire. On m'a demandé en tant que prof à la fois de modérer cette table ronde, ce dont je suis très honorée, merci beaucoup. Et surtout, je suis très contente aussi de participer à une formule de ce genre, parce que je pense que c'est une formule un peu plurielle, un peu comme ça multiple, où on laisse arriver à la fois les voix, les connaissances, les savoir-faire aussi, les contextes. C'est important pour l'historienne que je suis, et puis aussi la pluralité des acteurs qui peuvent agir dans le monde aujourd'hui, en tout cas dans la vie de tous les jours, oui, agir, ça veut dire s'engager, etc. Et j'ai préparé, je ne vous le cacherai pas, une intervention justement centrée sur la Tunisie pour ne pas sortir de mon domaine de compétences, en me disant que précisément, je pense que le XXIe siècle a commencé par les révoltes arabes où les jeunesses ont eu un rôle moteur, en tout cas très actif. Et pas seulement à travers les réseaux sociaux.
parle beaucoup, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, y compris en Tunisie, où aussi on a bien vu que la jeunesse a été très active aussi sur le terrain syndical et associatif, et tout ça n'a pas encore été assez documenté, mais je pense que la jeunesse, une fois de plus, mais ce n'est pas la première fois dans le monde, ni dans l'histoire, que la jeunesse est la plus active. Et il y a eu des travaux, en tout cas, même si on n'a pas travaillé encore sur cette jeunesse qui a fait bouger un peu tout ce sud de la Méditerranée, je pense qu'on sait déjà qu'il y a quelque chose qui se préparait sur le plan démographique, on le sait. C'est-à-dire que c'est ça qui me fait revenir encore une fois à cette notion de jeunesse, qui est aussi, et d'abord, et surtout, une catégorie des démographiques. Et je pense que, pour ce qui est de la Tunisie, je pense qu'il y a... la Tunisie a vécu en tout cas son XXe siècle, si on retourne un petit peu en arrière, comme le siècle de jeunesse en mouvement. Le XXe siècle, partout dans le monde, et pas seulement en Tunisie, a été le siècle de la jeunesse en mouvement. Et j'en veux pour preuve, encore une fois, l'exemple tunisien, parce que c'est quand même... le monde est plus interconnecté qu'on le croit, hein. C'est pas parce qu'il y a la mondialisation aujourd'hui que l'interconnexion est plus grande qu'avant, elle est peut-être plus sensible, elle est peut-être technologiquement plus effective, mais l'interconnexion entre ce qu'on appelle les grandes plaques tectoniques de fond et de ce qui se passe dans le monde, que ce soit sous la forme de la colonisation ou autre, mais c'est de l'interconnexion quand même. La Tunisie a connu, en tant que contexte, ce mouvement de jeunesse. Et je pense que ce qui s'est passé en Tunisie, en tout cas, quand j'ai un peu réfléchi à cette table ronde, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est que le XXe siècle a été le siècle de l'invention du nationalisme, parce que le nationalisme, c'est un engagement quand même, hein. Ne l'oublions pas, et peut-être aussi la naissance de la citoyenneté, d'une notion de la citoyenneté, dans la mesure où les nationalistes tunisiens ont demandé une citoyenneté égale à celle des colonisateurs, des Français. Donc, d'une certaine manière, l'engagement citoyen de la jeunesse tunisienne des années 20 a pris cette forme-là et a conduit au bout de 30, 40, 50 ans à ce grand autre mouvement qui est aussi presque une plaque tectonique, puisqu'il y a eu quand même un mouvement de décolonisation de 50 ou 60 pays en 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là aussi, la jeunesse tunisienne à l'époque, après sont devenus, Bourguiba est devenu après le chef de l'État, mais il a passé 30 ou 40 ans avant d'être le cinquantenaire président. Donc voilà, je pense que ça aussi, je pense que chaque contexte, chaque période historique aussi accouche un peu de son engagement, peut-être aussi que la citoyenneté, qui est une très vieille notion, aussi de nouveaux enrobages et de nouveaux contenus et de nouvelles manières de faire. Donc pour moi, je pense même que l'histoire tunisienne, l'invention des partis politiques, l'invention du syndicalisme, l'avancée de l'alphabétisation, tout ça, et même l'urbanisation qui est venue par la colonisation, évidemment, dans la Tunisie, tout ça, ce sont des choses qui ont impacté vraiment la famille, les relations familiales, et la notion de la jeunesse aussi, le rôle des jeunes, etc. Et je pense que, y compris la question, c'est un peu audacieux ce que je vais tenter, mais y compris la question de la position de la femme, dont la Tunisie semble si caractéristique aussi, je pense qu'elle est aussi le produit de ces transformations de fond qui se sont faites dans la société tunisienne et qui ont à la fois accouché, comme je vous ai dit, et de la politique, et des partis politiques, et du syndicalisme. N'oublions pas que le syndicalisme a été assez précoce en Tunisie, et c'était des jeunes aussi qui étaient dans les premiers rangs, dans le monde ouvrier comme ailleurs. Et puis, n'oublions pas que Farhat Rached a été tué à 38 ans, hein. Il a été assassiné en 1952 à 38 ans et qu'il militait depuis qu'il en avait 20 à Sfax. Donc lui aussi, c'était un jeune militant engagé, évidemment pour la citoyenneté et pour le syndicalisme tunisien. Donc voilà, j'ai fait un peu ce retour en arrière exprès pour essayer d'abord d'ouvrir voilà, des fenêtres d'interprétation, je ne sais pas si des fenêtres d'espérance, mais des fenêtres d'interprétation et de compréhension du contexte tunisien, qui fait que
Je ne dis pas qu'il était normal que la jeunesse soit si active en 2011 en Tunisie, mais je dirais que c'est naturel, d'une certaine manière, que la jeunesse soit aussi au premier rang des grands mouvements qui peuvent changer le monde, sauf que, évidemment, nous assistons aussi en Tunisie, vous le savez, à une sorte de déception. Voilà, on parle de révolution confisquée, on parle aussi de jeunes laissés à la marge, de la politique, il faut le reconnaître, parce qu'on voit bien aussi qu'en Tunisie, il n'y a pas tellement de représentation de la jeunesse dans les instances politiques, ne parlons pas encore de l'âge de nos gouvernants, l'âge canonique, comme dirait l'autre, de nos gouvernants, mais encore une fois, je pense aussi que la politique elle-même n'a pas assez changé pour essayer d'intégrer aussi cette force politique naissante, active, toujours. On parle aussi beaucoup du chômage des diplômés, qui est une réalité très double, très lourde, très amère pour la société tunisienne. Et puis, le dernier avatar, je ne sais pas si c'est un avatar, ça n'a pas encore été suffisamment étudié parce qu'on n'a pas de chiffres là-dessus, mais tous les phénomènes de radicalisation, de terrorisme et tout, qui sont aussi des réponses de la jeunesse, ne l'oublions pas, qui sont aussi des réponses désespérées et des réponses dramatiques aussi aux problèmes que connaît la jeunesse dans nos pays et en Tunisie en particulier. Bon. Voilà un peu ce que je voulais dire pour essayer de poser les cadres de la réflexion, pour que aussi la Tunisie serve un peu sur la longue durée comme contrepoint, pour qu'on puisse aussi organiser nos débats autour de quelques repères et de quelques questionnements. Donc la matinée aujourd'hui sera consacrée à 3 interventions qui seront des enquêtes de terrain. Et puis cet après-midi, sur nos enquêtes de terrain sur l'Égypte, sur la Syrie et sur la Palestine. Et donc cet après-midi, nous aurons un autre type de regards, qui seront des regards plus peut-être d'acteurs de terrain, d'associations et de jeunes actifs sur la place. Voilà. Donc, je vais commencer par donner la parole à Farah Ramzi, vous êtes donc doctorante en sciences politiques à l'Université de Nanterre et à l'Université de Lausanne, et vous allez nous parler de l'Égypte, des étudiants égyptiens et des formes de contestation depuis 2011 en Égypte. Et vous avez 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie Raymond et ses partenaires de m'avoir invité à participer à cette table ronde, où je vais parler ou plutôt des engagements des étudiants égyptiens après 2011. Tout d'abord, je vais juste donner quelques éléments de contexte très rapidement. Qu'est-ce qui se passe en Égypte depuis 2011 25 janvier 2011, révolution sur la place Tahrir et d'autres gouvernements égyptiens contre le régime de Moubarak qui transfère le pouvoir au Conseil suprême des forces armées. 2012, élection présidentielle d'un président issu de la confrérie des frères musulmans. Très rapidement, en juin 2013, une démobilisation contre ce président qui termine par une intervention de l'armée pour le destituer du pouvoir. Et dès lors, il y a le nouveau régime pratique des restrictions et la violence contre d'abord les opposants politiques à des frères musulmans, mais toutes opposants politiques aux nouveaux détenteurs de pouvoir. Donc, pourquoi parler des étudiants et pas de la jeunesse en général? Parce qu'en Égypte, l'université est un espace d'action collective qui fait l'objet de plusieurs récits historiques, récits militants. Dès le début de la construction de l'université du Caire en 1908, c'était au cœur d'un projet nationaliste fondé sur l'idée de créer une élite qui ne sert pas nécessairement les intérêts des colonisateurs. Donc dès le début, le statut étudiant était associé à une sorte de mission politique et sociale
c'est l'idée des étudiants comme étant l'avant-garde de la nation. Cette mission, bien sûr, a eu des articulations très différentes au cours de différentes périodes de l'histoire, surtout sous les différents régimes et dans les différents contextes. Et c'est là où je situe ma recherche, parce que j'avais comme question de départ, qu'est-ce qui se passe à l'université, qu'est-ce qui se passe à ce statut étudiant après 2011. Donc, en octobre 2013, je pars au Caire, je ne savais pas vraiment par où commencer, je vais à l'université du Caire, je dis que je vais faire un tour du campus pour voir ce qui se passe. Donc je rappelle qu'en octobre 2013, c'était au moment où les étudiants des Frères musulmans et leurs sympathisants se mobilisaient dans les universités sous le nom du Tolab de l'Inqilab, étudiants contre le coup d'État, et réclamaient le retour de Morsi et la restitution des droits de leurs collègues qui ont été victimes de la répression. Ce que je trouve au campus de l'Université du Caire, c'est évidemment des manifestations de tout l'ordre de l'Inqilab très caractéristiques, des cortèges d'hommes suivis par des cortèges de femmes très strictement voilées qui chantent des slogans contre le nouveau régime. Mais en même temps, je trouve un autre cortège par des étudiants, tous vêtus en des t-shirts jaunes, avec le sigle AYB, Alashenek Ya Baladi, pour toi mon pays. Très curieuse, je m'approche d'eux et je leur dis mais c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? On me dit, on essaye de faire un défilé de l'université pour que les gens nous repèrent et nous posent cette question et pour leur parler de notre association. Donc c'est quoi votre association? C'est une organisation étudiante qui fait des projets de développement dans les bidonvilles autour du Caire, et qui font des projets où ils font des enseignements pour les petits lycéens dans ces bidonvilles, où ils font ils distribuent des provisions. Donc ça m'a conduit à reconstruire plus ou moins mon objet de recherche, parce que je trouve que le statut étudiant, la mission qui découle de ce statut, est construit très différemment et s'inscrit dans des projets politiques qui sont très différentes. Donc, c'est ce que je vais vous présenter très rapidement aujourd'hui, c'est de comparer deux formes d'organisation étudiante. Une qui est explicitement contestataire, explicitement politique, en vous présentant le parcours d'un des membres de cette organisation. Je vais parler un peu de comment faire de la contestation, comment des gens qui disent qu'on est contre l'ordre politique et social, comment ils se débrouillent dans un contexte très restrictif, dans un contexte où dire qu'on est opposant au régime implique un risque de sécurité. En plus, je vais vous présenter une autre forme d'organisation que j'appelle l'engagement plutôt citoyen. C'est un modèle de stimulation. C'est une sorte d'organisation où les étudiants apprennent collectivement sur une organisation internationale. Ils font des recherches sur comment fonctionne cette organisation et à la fin de l'année, ils font une simulation où ils incarnent une des séances de cette organisation. Dans ce cas, c'est un modèle de l'Union européenne. Donc, par exemple, là, c'est une séance du Parlement européen où chaque étudiant prend un pays et fait comme s'il est le représentant de ce pays. Donc, l'organisation contestataire s'appelle Usrat al-Médine. Usra, ça veut dire famille, et Médine, c'est la place Tahrir. Et la constitution de Usrat al-Médine commence avec la campagne électorale d'un des candidats à la présidentielle en 2012, qui est Mohamed El-Baradei, un des candidats considérés libéral. Mais il s'est retiré de la course à la présidentielle en mai 2012.
Donc ces supporters décident de créer un parti politique, parti qui s'appelle Doustour. Et dans ce parti politique, il y a un bureau, un comité pour les étudiants qui décident d'appeler Usrat al-Medain. Donc je vais vous parler de Ahmed, qui est un des membres de Usrat al-Medain à l'université du Caire, et qui m'a parlé longuement de pourquoi il a décidé de rejoindre cette organisation. Donc pour lui, c'est très très lié au soulèvement de 2011. Comme il a participé au sit-in à la place Tahrir le 25 janvier et les 18 jours, il a été très marqué par cette expérience, et pour lui, la révolution est devenue un projet personnel, un projet de changer l'ordre politique et social, que ce soit de manière individuelle, en rébellant contre tout ce qui est imposé sur lui, mais aussi un projet qui conduit son engagement et ses choix de rejoindre telle ou telle organisation. Ahmed rejoint Usrat al-Medain et participe à deux formes d'activités, que ce soit par exemple des démonstrations ou des sit-ins contre la violence policière, pour commémorer un événement révolutionnaire ou un autre type d'activité, c'est plutôt pour protester contre la détérioration des conditions de vie et des études dans sa faculté ou dans l'université. Mais quoi que soit l'agenda pour lequel il se mobilise, Ahmed, dans le cadre de Usrat al-Medain, participe dans des activités par un répertoire contestataire. Alors, qu'est-ce qu'il fait après juin 2013, alors que la contestation n'est plus tolérée? Il change, avec Usrat al-Medain bien sûr, il nous parle comment ils ont changé de répertoire, comment au lieu de faire des sit-ins et des démonstrations, ils font des campagnes de sensibilisation, ils font des groupes de discussion, ils font des expositions. Donc il a changé de mode d'action, mais tout en gardant un agenda révolutionnaire. Mais au lieu de contester, le cible maintenant est de répandre une culture de contestation. Pour lui, la révolution n'est plus un projet politique, mais plus des valeurs et des idées qu'ils essayent de répandre à partir de leurs organisations. Pour s'adapter au contexte très restrictif où, même s'ils ne sont pas les cibles directes de la répression, ils changent de nom de leur organisation, ils changent de visage parce qu'il y a des gens qui sont connus comme étant affiliés à leurs associations. Donc ils essayent de contourner les restrictions qui sont imposées. Mais ils sont toujours subis à des restrictions administratives, puisque les administrations des universités refusent de leur donner des permissions pour faire des pièces de théâtre ou pour faire des concerts. Donc ils essayent de garder au maximum un profil bas, de garder très simple au maximum leurs activités. Donc voici comment un membre d'une organisation contestataire qui critique l'ordre politique et social, qui se dresse contre le régime, essaye de s'adapter à un contexte restrictif. Passons maintenant... Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, vous avez 10 minutes. Parfait. Passons maintenant à une autre forme d'organisation qui est le modèle de simulation. Donc, les modèles de simulation font partie d'un milieu plus large qui est nommé Student Activities, les activités des étudiants. Ce sont des organisations qui ont commencé à l'université américaine du Caire, qui est une université privée. Et depuis la fin des années 90, ça a été transféré à partir des étudiants, mais aussi des professeurs de la faculté d'économie et de sciences politiques à l'université du Caire.
Au début, il n'y avait que 2 ou 3 types de ces activités, mais au fur et à mesure, ça a commencé à se répandre, et après 2011, c'est devenu très populaire dans les universités publiques et aussi dans des universités privées, au Caire comme en province. La mission explicite de ce type d'organisation, c'est de préparer les étudiants à leur avenir professionnel. Donc, quoi que soit le type d'activité qu'ils offrent, au cœur de leur mission, c'est l'acquisition de ce qu'ils appellent soft skills, comment prendre la parole en public, comment pratiquer l'anglais, comment travailler sur son CV, comment gérer des réunions, gérer des budgets. Et leur structure, la structure de ces organisations est très ressemble à des structures des entreprises et des firmes multinationales. Donc ils ont des départements PR, Public Relations, ils parlent toujours en anglais. Donc ce que je propose, c'est que ce type d'organisation représente plutôt un projet de l'enseignement supérieur comme institution de préparation à une économie néolibérale ou pour servir le marché du travail concurrentiel. Mais en parlant avec Lihen, qui a été membre de ce modèle de simulation de l'Union européenne à partir de sa première année à l'université, bien que toutes les motivations qu'elle met en avant pour rejoindre cette organisation sont plus centrées sur son épanouissement personnel mais aussi professionnel, elle parle de l'importance de la sociabilité dans ce type d'organisation. Comment ça a créé des réseaux et des contacts, mais pas que d'utilité professionnelle, mais aussi, elle parle des gens qui pensent de manière différente, qui discutent de ce qui se passe autour d'eux, qui veulent changer les choses, qui veulent faire quelque chose de leur vie. Et elle les compare à des étudiants ordinaires qui, selon elle, ne font pas grand-chose de leur vie, qui ne sont pas assez cultivés, qui ne sont pas assez intéressés à ce qui dépasse leur intérêt quotidien qu'elles trouvent banal. Donc, d'une part, ce type d'organisation fait partie d'une légitimation de l'ordre politique et social, mais d'autre part, ce que j'ai observé dans plusieurs carrières des membres, mais surtout des fondateurs de ce type d'organisation, c'est que ça crée aussi des opportunités de politisation, des espaces où une conscience critique peut se créer, où un intérêt à la société et à l'ordre social et économique peut se créer. Mais pour démontrer que ce dispositif d'engagement étudiant est aussi parfois très exploitable pour légitimer l'ordre politique et social, je vais vous raconter une petite histoire sur Lihen, qui a été recrutée par une de ses professeurs pour rejoindre l'équipe d'organisation de la conférence économique nationale qui a eu lieu en mars 2015, où je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse selfie avec Sisi. Donc là, au milieu de cette selfie, il y a le président, entouré par les jeunes organisateurs de cette conférence économique nationale. Et à la fin, il a remercié les jeunes organisateurs et ils ont pris un selfie avec lui. Donc, je pense que dans ce contexte, des jeunes de ces organisations ont été mis en avant comme la bonne jeunesse égyptienne, la jeunesse qui s'oppose aux jeunes contestataires qui sont impliqués dans des activités politiques, protestataires, voire mis en avant comme des terroristes. Donc eux, c'est la jeunesse internationalisée.
mondialisé, qui parle anglais, qui soutient les projets de son pays. Donc d'une part, ils sont mis en avant pour légitimer le nouveau régime, mais aussi la situation, le statu quo de la situation économique et sociale. Mais d'autre part, c'est aussi un espace de discussion, d'apprentissage, de critique et comment dire, une alternative aux structures officielles d'engagement. Donc, pour conclure, voir comment le statut étudiant est construit comme catégorie d'action collective de manière très différente, inscrit dans des projets presque contradictoires, est plus ou moins ce que j'ai jusque-là dans ma recherche, mais ce que je propose, c'est que dans un contexte qui fluctue, en tenant compte de ce qui se passe au niveau des individus et comment eux, ils interagissent avec les organisations et entre organisations et avec leurs collègues, on peut aussi trouver des fenêtres d'espérance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Farah pour ce gros plan sur une catégorie de la jeunesse qu'on pourrait croire, on le sait depuis longtemps qu'elle n'est pas uniforme, mais ce qui me semble intéressant dans votre exposé, c'est précisément qu'il met le doigt sur comment est-ce que un des phénomènes de massification de l'enseignement supérieur, qui est aussi une conséquence sociale de mouvements qui ont commencé bien avant, d'alphabétisation, d'instruction, etc., qu'on arrive aussi à ce phénomène de massification de l'enseignement supérieur partout dans le monde, et je pense que ça fait partie aussi de ces lieux de connexion de la mondialisation, en tout cas des effets ou des actions de la mondialisation, et de ces retours et de ces réponses des sociétés aussi face à cette marchandisation de l'enseignement supérieur dont on est tous conscients, qu'on soit dedans en tant que prof, ou en tant qu'étudiant, ou en tant que citoyen. Il y a effectivement en tout cas une modification de la notion d'enseignement supérieur, et toujours pour rester dans des formations d'historiennes, quand on était étudiant dans les années 20 ou dans les années 30, d'abord il n'y avait pas d'étudiantes, ça c'est fondamental, ça c'est une des transformations les plus importantes peut-être aujourd'hui. Voilà, vous avez parlé d'une étudiante seulement, mais j'aurais voulu savoir aussi s'il y a des en tout cas d'approcher un peu la différence entre les garçons et les filles peut-être. Aussi, c'est quand même une variable qui pourrait être intéressante dans des enquêtes comme ça, dans des focus comme ça. Et puis, effectivement, ces réponses qui sont données aussi par les États. Vous avez parlé d'une université privée. Qu'en est-il des universités publiques aussi? Parce qu'il y a aussi la part de l'enseignement privé et de l'enseignement public aussi, qui sont, à mon avis, aujourd'hui aussi des structures économiques très importantes, très parlantes. Alors après, les réponses en termes d'action collective aussi en découlent beaucoup. Et le statut d'étudiant dont vous parlez, je pense aussi qu'il est beaucoup fonction en tout cas, c'est une des variables que l'on pourrait aussi examiner, c'est est-on étudiant dans une université publique ou dans une université privée? Je pense que ce sont des questions aussi qui peuvent être intéressantes pour entrer un peu plus dans votre corpus d'étudiants. Merci beaucoup. Donc nous passons maintenant à Laura Ruiz de Elvira. Vous êtes postdoctorante à l'IREMAM et vous êtes aussi travaillez dans le cadre du programme When Authoritarianism Fall in the Arab World. Est-ce qu'il a fait? Il a fait, il a déjà fait. Il a déjà fait, alors, quand l'autoritarisme est tombé dans le monde arabe, c'est déjà passé. Bon, c'est bien. En tout cas, ça préjuge aussi peut-être d'un nouvel avenir. Ça aussi, c'est une fenêtre d'espérance. Donc, je vous donne à vous aussi 20 minutes et vous allez nous parler de la... Les jeunes enseignants engagés
engagés dans les associations humanitaires. Donc, bonjour à tous. Donc, juste petite précision, à la base, le programme européen était When Authoritarianism Falls, donc quand il tombe, et après ils ont changé les titres Fails, donc quand il faillit, quand il n'est pas performant, mais il ne tombe pas. Voilà. Donc, moi, je veux vous parler donc, de cette société civile syrienne et surtout des activistes donc, engagés au sein des associations et des structures humanitaires syriennes. Des associations qui travaillent en Turquie et au Liban et qui mènent une action aussi bien auprès des communautés réfugiées qu'à l'intérieur de la Syrie, que ce soit en territoire dit libéré, dans les zones assiégées ou même dans les zones tenues par les régimes et par l'armée syrienne. Pourquoi ce sujet? Parce que cette action humanitaire peut être conçue comme un engagement citoyen et militant découlant souvent d'une action révolutionnaire menée dans la période 2011 et 2012, et aussi parce que cette forme d'engagement citoyen est nouvelle dans les contextes syriens, comme je vais essayer de vous montrer, à plusieurs égards. Donc ce que je vais faire, c'est présenter, c'est juste un petit aperçu du projet de recherche postdoctorale que je mène depuis 2014, et dans l'hypothèse du travail principal est que les ruptures biographiques provoquées par les différentes crises que connaît la Syrie depuis 2011 produisent une politisation souvent qui n'est pas vraiment assumée, voire qui est rejetée des acteurs sociaux syriens, mais en même temps produit aussi une action sociale vécue de façon très militante. Donc ma réflexion s'articule en 3 temps. Je vais suivre un ordre chronologique. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de la société civile syrienne d'avant 2011, afin que vous ayez une idée du type de participation citoyenne qui était possible dans ces contextes autoritaires très répressifs. Puis, je vais aborder les moments révolutionnaires à travers les différentes formes d'engagement civil qu'il a pu engendrer. Et enfin, je vais m'épancher donc sur cette question de l'engagement humanitaire depuis l'exil et sur les significations qu'il peut avoir pour les différents acteurs. Donc, je commence avec ma première partie. Depuis 1963, la société civile syrienne s'était caractérisée par une très forte inertie du fait de l'expansion de l'appareil étatique et d'un encadrement très strict par les autorités. En dehors des organisations qui étaient contrôlées par les parties basses, l'activité dans ces domaines était essentiellement confinée à quelques associations caritatives qui avaient été créées pour la plupart dans les années 50. Ainsi, lorsque Bachar al-Assad prend le pouvoir suite à la mort de son père en 2000, les tissus associatifs syriens se composent d'à peine 550 associations qui sont autorisées par le ministère des Affaires sociales et du Travail, auxquelles il faut ajouter quand même des structures plus informelles qui agissent donc de façon souterraine, notamment en fournissant des services sociaux, et aussi bien sûr avec un troisième type d'organisation qui opère aussi de façon très souterraine, donc des organisations des droits de l'homme, même si ce type d'organisation est très minoritaire. Donc, quand Bachar al-Assad accède au pouvoir, il va très vite placer sur son agenda la question de la société civile et de la réforme de la loi relative aux associations, et en même temps on voit aussi que la première dame, Asma al-Assad, suit un peu les pas de la famille royale jordanienne et de Suzanne Moubarak, et elle s'engage aussi dans différents projets énergétiques, de développement, etc. À ce moment débute une nouvelle période d'espoir, c'est ce qu'on va appeler les printemps de Damas, parce que les promesses d'ouverture, de réformes économiques suscitent vraiment une vague d'espoir et d'activisme citoyen. Mais comme Philippe Drose-Vincent les rappelle, à chaque fois qu'un mouvement prend un peu de l'ampleur, le régime syrien prend peur et a toujours recours à la répression. Et donc c'est ce qui se passe en 2001 et très vite il évoque les lignes rouges. Mais ces rétrécissements de l'espace public
ne va pas vraiment entraîner un véritable retour à l'époque des Hafez, parce que entre 2004 et 2007, il y a un nouveau mouvement dissident qui va renaître. Et par exemple, donc, en 2005, les groupes de l'opposition vont rendre public la déclaration de Damas pour le changement national démocratique qui demande la transformation démocratique globale et complète de l'état de Mukhabarat, ils appellent, donc l'état des services de renseignement, à l'état civil et démocratique. Pour ce qui est du domaine associatif, on voit bien aussi une transformation du paysage dans la deuxième moitié de la décennie. Beaucoup des Syriens parlent alors de l'ouverture de la porte pour la création de nouvelles associations. Et cette expression, en fait, renvoie à l'ensemble des pratiques qui vont être mises en œuvre par les gouvernements à partir de 2005 et qui traduisent en réalité une redéfinition relative des politiques à l'égard de la société civile. Et on voit bien, par exemple, sur le plan discursif, que la société civile devient un partenaire incontournable ou un troisième pilier, et on parle aussi des participations et des responsabilités. Sur le plan de la mise en œuvre, on voit qu'il y a un processus de normalisation qui est lancé pour enregistrer les associations qui opéraient jusqu'alors de manière très informelle et on octroie plus facilement de nouvelles autorisations. Ce qui, bien sûr, a un impact réel, aussi bien au niveau quantitatif, donc il y a un boom associatif qui prend forme, mais ceci sur un niveau plus qualitatif, donc il y a un renouvellement des acteurs et des projets qui sont lancés à cette période. Ces deuxièmes desserrements doivent être compris avant tout comme le résultat d'une combinaison d'un ensemble de facteurs, dont deux sont essentiels, à mon avis. D'un côté, l'épuisement des ressources de l'État qui pousse les gouvernements syriens à adopter une politique de décharge du régime vis-à-vis du secteur privé et des acteurs associatifs. Mais de l'autre côté, il faut aussi prendre en compte la conjoncture de l'époque, marquée par un affaiblissement de la position de la Syrie sur le plan régional et international. Et donc, ce qui favorise un assouplissement des politiques du régime vis-à-vis de ses propres citoyens. Par conséquent, donc, ces deuxièmes desserrements orchestrés par les hauts doivent finalement être compris comme une stratégie de survie du régime qui est en plus accompagnée des vrais mécanismes, des dispositifs de disciplinarisation, des contrôles et des répressions. Mais quand même, en 2008, on voit bien qu'il y a une nouvelle phase qui commence où la répression est à nouveau très investie. Et par exemple, au niveau des acteurs religieux, on a vraiment une reprise en main et on assiste à nouveau à l'emprisonnement des nombreux activistes. Donc l'hypothèse d'une redéfinition durable des politiques de l'État syrien à l'égard de la société civile avant les processus révolutionnaires doit vraiment être remise en cause. Puis mars 2011 arrive et bien sûr l'ensemble des processus dont je viens de vous parler va être bouleversé. Très tôt, des centaines de réseaux, des groupes, des structures plus ou moins formelles vont apparaître sur l'ensemble des territoires syriens pour essayer de coordonner les activités des mouvements contestataires et pour montrer au monde ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ces groupes sont parfois lancés et constitués par des anciens militants des droits de l'homme qui possèdent déjà une longue expérience sur le terrain, qui ont des réseaux, des connaissances très vastes et qui bénéficient d'un certain soutien à l'extérieur du pays. Je pense par exemple à Souheil Atassi, à Mazen Darwish ou à l'avocate Razan Zeytouneh qui est aujourd'hui encore emprisonnée. Mais la plupart de ces groupes sont formés par des jeunes de 18-35 ans, pour caractériser un peu, parce que bien sûr il est très difficile de parler des catégories d'âge. Des jeunes qui n'ont aucune expérience associative ou militante préalable. Très vite, de nouveaux réseaux s'étissent autour des sociabilités qui se sont faites lors des premières manifestations organisées en face de l'ambassade de Tunis ou l'ambassade égyptienne à Damas,
aussi des sociabilités qui s'étissent lors des passages en prison, ou bien autour des connaissances faites à travers les réseaux sociaux ou dans les universités. Parmi ces structures, les Tansiriyat, vous avez dû entendre donc les comités de coordination locaux, Tansiriyat. Ces structures sont particulièrement intéressantes. Elles surgissent par dizaines à partir du mois de mars, donc très tôt. Leur activité tourne essentiellement autour des deux axes. L'organisation des manifestations pacifiques, donc c'est vraiment la coordination, l'harmonisation des slogans, etc. Et d'autre part, la collecte et la diffusion de l'information. Encore une fois, le fait de pouvoir dire au monde ce qui se passe à l'intérieur du pays. Le rayon d'action s'est circonscrit généralement au niveau d'un village ou une petite ville et même dans les grosses agglomérations autour des quartiers. À Damas, par exemple, il y a les Tansiriyat de Médan et de Berzé qui sont très actifs. Et la plupart de ces Tansiriyat vont se regrouper autour des deux grandes structures. Il y a toujours une tendance, deux tendances contradictoires dans les cadres syriens, à la fragmentation, mais il y a toujours une volonté des mises en cohérence, donc on est toujours avec des forces contradictoires. Donc il y a deux grandes structures qui vont être créées, la Commission générale de la Révolution syrienne, qui apparaît en août 2011, et les comités locaux de coordination, qui apparaissent eux en avril 2011. Mais l'intensité des liens entre la direction de ces deux unions, entre les niveaux micro-locaux et les niveaux de coordination, sont très variables. Aussi, très tôt, des groupes citoyens militants pour une révolution non violente et prenant la désobéissance civile vont se constituer. Freedom Days est l'un d'entre eux, les Syrian Non-Violence Movement et d'autres. Ils se constituent de la première année de la révolte. Leurs membres se trouvent aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur et ils mènent des activités pacifiques dans plusieurs villes du pays. Par exemple, ils bâtissent leurs rues avec les noms des martyrs ou ils bercent de la peinture rouge dans les grandes fontaines de Damas ou plus tard vont préparer des refuges pour les déplacés internes. Une version différente, et qui apparaît un peu plus tard de ces mouvements de la non-violence, est celle des groupes qui essaient de promouvoir une troisième voie, dont par exemple l'organisation Musalaha, qui veut dire réconciliation. Elle tente de ne pas prendre parti ni pour ni contre le régime, et elle propose en 2013 une réconciliation par les bases, c'est ce qu'elle dit, et organise donc des rencontres entre les activistes, les leaders religieux et les leaders tribaux. Et bien sûr, dans ces nouveaux contextes révolutionnaires, les contacts physiques étant très dangereux, donc on voit bien que Facebook et Skype vont devenir des espaces virtuels fondamentaux pour discuter des mesures à prendre et des activités à venir, et encore une fois pour se coordonner entre les différents militants du pays. Les vieilles associations, celles qui travaillaient déjà avant 2011, se caractérisent, elles, par des prises de position très diverses. Donc on va voir des associations qui clairement vont soutenir les régimes et vont les financer, mais ceux-ci, d'autres qui secrètement vont apporter leur soutien au mouvement des contestations. Néanmoins, au fur et à mesure que les conflits se militarisent, donc c'est et que le nombre des victimes et des déplacés augmente, et que les activistes sont soit assassinés, soit emprisonnés, soit contraints d'abandonner la Syrie, les structures de type humanitaire vont se développer pour finir par prendre presque les dessus par rapport aux initiatives précédentes. À Damas, c'est suite à l'afflux des milliers de déplacés internes qui fuient Homs, qui est bombardé depuis 2012, et puis fuyant aussi certains quartiers de la périphérie de la capitale, que de nombreux jeunes révolutionnaires vont basculer vers l'action humanitaire. Pour eux, aider leurs concitoyens homsiotes, qui se sont soulevés en masse contre les régimes, constitue à leurs yeux
non seulement une obligation morale, mais c'est aussi une façon de maintenir vivante ce qu'ils considèrent comme une révolution. En même temps, il y a dans les zones libérées aussi les majlis al-Khali, donc les conseils d'administration locaux dont vous avez sûrement entendu parler, qui vont se constituer, qui vont gérer, qui essayent de remplacer l'État et qui vont gérer par exemple les ramassages d'ordures, les écoles, etc. Donc on voit bien que la question humanitaire est devenue centrale dans les contextes syriens à cause des violences, et elle est d'autant plus aujourd'hui qu'il y a près de 5 millions de Syriens qui ont dû quitter leur pays et que près de 7 millions de Syriens sont devenus des déplacés internes. Et donc dans ces contextes, il y a des centaines, peut-être même des milliers d'associations syriennes qui se sont constituées graduellement pour apporter une aide sociale d'urgence à ces populations. Certaines sont apparues à l'intérieur du pays pendant les premières années de la crise, et d'autres se sont constituées à l'extérieur du pays, soit avec l'appui de la diaspora, soit suivant une forme d'auto-organisation des réfugiés eux-mêmes. Et bien sûr, les domaines d'action sont très très variés: l'alimentation, la santé, l'éducation, les logements, l'agriculture. Et on observe bien une tentative de transition de l'urgence vers le développement. Parmi elles, je voudrais, juste pour finir, vous parler de l'association Rilas Al-Nahda. Rilas Al-Nahda a été fondée en 2011 à Damas par un groupe d'amis et des proches qui, avant cette date, menaient déjà des activités de bienfaisance très ponctuelles, suivant les calendriers religieux. Jusqu'en 2013, Rilas Al-Nahda prend en charge les déplacés qui arrivent à la capitale. Mais lorsque un de ses membres est capturé, pendant qu'il délivrait des paniers alimentaires, le reste des membres doit quitter les pays, doit fuir les pays. Il faut savoir que la plupart de ces membres ont participé aux manifestations, sont descendus dans les rues et ont parfois fait de la prison. Ils s'installent donc au Liban et finissent finalement à Gaziantep, en Turquie, d'où ils dirigent aujourd'hui leurs activités. Depuis 2014. Ils travaillent cependant dans la banlieue assiégée de l'est de Damas, donc dans la Ghouta, dans différents domaines, les logements, l'eau, la santé, la nutrition, etc. Et je voulais vous parler des deux membres de cette association, Nada, qui a une trentaine d'années. Elle est traductrice. Avant 2011, elle était donc prof d'anglais. Et lorsque le soulèvement commence, elle décide d'y participer activement. Elle se souvient, quand on lui demande, elle se souvient vraiment avec de la nostalgie et de l'enthousiasme des manifestations auxquelles elle a pris part. Et à part donc, cette participation dans les manifestations, elle fonde avec sa sœur, sa mère et quelques collègues Rilas Al-Nahda. Elle est capturée une fois, juste pendant quelques heures, et puis en 2013, donc, elle doit quitter les pays. Basma, elle est beaucoup plus jeune, elle travaille chez Rilas aussi, et quand je la rencontre en 2014, elle a 22 ans. Et elle décrit le soulèvement comme un miracle et affirme avoir participé à toutes les manifestations. Elle dit « Je ne sais pas comment l'avons-nous fait, nous ne pouvions pas nous arrêter, nous avions un message. » Elle aussi, elle a fait quelques heures de prison et elle a dû quitter les pays. Donc, quand on demande à Basma pourquoi elle est engagée dans ce type d'activité, elle dit qu'elle veut surtout donner quelque chose en échange, en retour à son pays. À travers son engagement humanitaire, elle défend une cause qu'elle explique en termes patriotiques et de devoirs. Elle dit « Nous voulons que les Syriens survivent à cette phase pour que nous puissions construire la Syrie plus tard. » Oui, c'est bien notre objectif, construire la Syrie, une belle Syrie, une bonne Syrie, sans oppression en général, non seulement sans Bachar el-Assad. Donc pour elle, être engagée dans une association humanitaire, c'est vraiment un acte de résistance. Donc juste ces deux exemples, pour moi, je vous ai parlé de ces deux exemples parce qu'à une petite échelle, ils illustrent trois éléments qui me semblent très intéressants. Tout d'abord, l'engagement dans les secteurs humanitaires syriens, mené depuis l'exil, dérive souvent d'un engagement préalable pendant les moments révolutionnaires. Deuxièmement, ces associations émergent souvent en lien avec l'existence des réseaux préalables, qu'ils
soit familiaux, d'amitié, professionnels ou associatifs, ce qui va un peu à l'encontre des sémites de la Syrie apathique et complètement démobilisée avant 2011. Et enfin, on voit bien que, alors que dans la Syrie des années 2000, l'action sociale et caritative est souvent l'expression d'un univers de sens très religieux, exprimé en termes de devoirs vis-à-vis des dieux ou des charités ou des pitiés. L'action humanitaire dans les contextes post-2011 traduit, elle, un engagement fortement politisé, exprimé en termes patriotiques, des devoirs nationaux, des résistances, et qui par ailleurs entre un peu en tension avec les principes de neutralité qui sont imposés par les bailleurs des fonds internationaux qui financent aujourd'hui ces associations. Et on voit bien aussi un passage d'ambitions très localisées et singulières à des ambitions beaucoup plus larges et élaborées donc, dans les contextes post-2011. Et pour finir, voilà, moi je finis pas vraiment avec une note d'espoir, mais de désespoir, parce qu'on peut se poser la question de savoir combien de temps encore ces jeunes Syriens en exil vont-ils pouvoir poursuivre leur engagement, parce que leurs conditions de réfugiés, leurs propres besoins individuels et familiaux, et leur rêve d'une vie normale, et aussi un stress permanent et les désenchantements les poussent petit à petit au désengagement. Voilà. Merci beaucoup. Alors vous, là, vous avez emmené en Syrie, peut-être évidemment dans un contexte politique qui est complètement différent de celui de l'Égypte, où il y a une mainmise comme ça, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de l'armée, et cet investissement peut-être aussi de cette jeunesse étudiante par l'armée, c'est une sorte de gage ou de travail sur l'avenir, avec des modèles. Alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est peut-être la question de modèle chez vous et la question de modèle chez vous. Alors, ce qui est commun, c'est le modèle de la patrie, et je pense qu'il y a un retour comme ça de la notion de patrie. En tant qu'historienne, je ne peux pas ne pas le relever, encore une fois, parce que c'est quand même aussi un mot d'ordre et un modèle qui a beaucoup actionné les guerres d'indépendance et les luttes pour l'indépendance. Et le retour aujourd'hui dans ce monde mondialisé, le retour de ce mot d'ordre, soit El-Biled, soit El-Watan. Alors il n'y a pas El-Qawmi, il n'y a pas. Alors c'est pas du tout El-Qawmi qui s'est développé dans les années 30, 40 et 50, etc. Donc là aussi, cette évolution, à la fois les mêmes notions, ou les mêmes, en tout cas les mêmes prétextes sont repris par des générations nouvelles, mais avec des contenus différents. Et en termes de modèle aussi, je pense que le modèle humanitaire, vous aussi, vous avez pensé d'un modèle extérieur, de la démocratie ou du fonctionnement démocratique, et le modèle humanitaire aussi, une sorte de modèle, un autre modèle aussi, internationalisé, comme on pourrait dire, et appliqué à la situation. Alors l'importance du local est très importante, parce que les réponses doivent être données aussi en fonction du local. Et pour essayer de vous disputer votre sentiment, ou en tout cas de la petite note pessimiste, je pense qu'il y a toujours une différence, en tout cas un décrochement, entre le temps vécu par les acteurs et le temps aussi de l'action de l'histoire, etc. Et à mon avis, peut-être que rien n'est dit d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus considérer que le désespoir, que ces déplacements à haute échelle, que ces réfugiés, etc., que tous ces drames individuels, familiaux, collectifs, etc., ce n'est rien du tout, sous prétexte que le temps peut-être aussi arrangera les choses, mais je pense aussi quand on étudie ces choses-là, peut-être qu'il faut les étudier aussi sur la longue durée, essayer à la fois de les regarder et d'y remédier aussi avec l'expérience de la longue durée. Merci beaucoup, on va passer maintenant, en tout cas merci pour votre discipline horaire. C'est très agréable pour un modérateur. Alors, je voudrais aussi passer à Clémence Lehel. Vous êtes doctorante et assistante d'enseignement au département de géographie de l'Université de Lausanne, et vous allez nous parler de graffiti et de Palestine. Voilà, 20 minutes aussi. Je vous remercie pour cette présentation, et puis je tenais à remercier les organisateurs de cette journée pour m'avoir invité et me laisser ce temps de parole avec vous ce matin. Alors, moi je suis en doctorat à l'Université de Genève, et je vais vous parler des graffitis dans les camps de réfugiés
en Palestine. Ce que je vais vous présenter est le fruit d'un travail de terrain, donc en Cisjordanie occupée, mais principalement à Bethléem, et plus particulièrement dans le camp de réfugiés de Daïché, que je mène maintenant depuis... ça fait 5 ans que je suis engagée sur ce projet, et ça fait 2 ans et demi que je mène ce travail doctoral. Je vais vous parler dans un premier temps d'éléments un peu contextuels. Je vais vous présenter un peu la situation des camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie et vous décrire un peu précisément les murs de ces camps, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, je voudrais donner quelques perspectives historiques sur le mouvement graffiti en Palestine, en remontant justement à la première intifada et même un peu avant, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il y a une évolution aussi dans le temps de ce phénomène. Et puis enfin, dans un dernier temps, j'aimerais essayer avec vous de tirer quelques implications spatiales de ce mouvement graffiti et de ce qu'il exprime par rapport à l'idée de limite ou au concept de frontière. Moi, en tant que géographe, je parle d'espace, et puis on essaiera de voir un peu ensemble ce que ça peut impliquer de réfléchir aux frontières et au graffiti dans ce type d'espace. Alors, je voudrais commencer par contextualiser en effet les camps de réfugiés palestiniens de Cisjordanie et vous parler de leurs murs. Il y a 19 camps de réfugiés en Cisjordanie qui concentrent une population de 775 000 habitants. Ces camps ils ont été établis à partir de 1948, lors de la guerre israélo-arabe qui voit l'exil de milliers de Palestiniens. À l'origine, on avait en effet des tentes qui ont été remplacées par des petites unités construites, donc il reste aujourd'hui quelques traces à l'intérieur des camps. Et les camps sont aujourd'hui accolés aux villes, dans une continuité du bâti. Et ils sont caractérisés par une forte densité de population. Et c'est vraiment un dénominateur commun à tous les camps. La ville de Bethléem, sur laquelle se concentre mon travail, compte 3 camps de réfugiés. Azek, qui a été établi en 1950 et qui compte 1300 habitants. Haïda, qui a été établi en 1950 également et qui compte 3000 habitants. Et enfin Daïché, qui a été établi en 1949 et qui compte 15 000 habitants. Alors pour vous donner un petit peu une idée de la densité, on estime que la densité estimée du camp de Daïché elle est proche de 45 000 habitants au kilomètre carré, ce qui correspond à 2 fois plus que la densité de la ville de Paris, si on compare avec les chiffres de l'INSEE. Bien qu'il soit situé en Cisjordanie, donc dans la continuité urbaine avec les villes sous autorité palestinienne, les services publics et l'organisation interne des camps sont gérés par l'UNRWA, qui n'a pas de pouvoir de police, n'administre pas, ni les propriétaires de l'espace des camps. Alors, un des éléments visuels qui est marquant et que l'on retrouve dans beaucoup de camps, en tout cas dans tous les camps que j'ai pu visiter, c'est une fresque qui présente la liste des villages d'origine des habitants. Celle-ci que je vous présente se situe à l'entrée du camp de Daïché. Dans ce camp en particulier, on dénombre 3 fresques de ce type, qui établissent la liste, en l'occurrence ici, des 45 villages qui ont dû être abandonnés par leurs habitants. Cette fresque comporte en outre en son centre un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui établit comme droit fondamental le droit au retour pour les populations réfugiées. Ce qui est vraiment marquant à l'intérieur des camps, c'est vraiment la superposition historique qui peut se voir à travers à la fois les murs des camps, puisque je vous disais que les premières structures ont été conservées, mais également à travers ce qui est peint, et notamment ici, on voit la dimension temporelle. Il y a en effet donc, de nombreuses peintures qui font référence à l'histoire et qui mettent l'histoire aussi en visibilité. Les murs, en ce sens, deviennent la mémoire des camps et montrent aussi l'évolution du débat au sein de la communauté réfugiée. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur la forme des camps. C'est des espaces qui sont caractérisés par un bâti très dense, je vous l'ai dit, et qui sont aussi caractérisés par des murs qui sont complètement saturés de peinture.
La construction urbanistique, elle est dite anarchique, c'est-à-dire qu'elle se fait sans plan préalable, que le bâti du camp, il évolue de manière constante, encore aujourd'hui. Par exemple, l'agrandissement d'une famille peut correspondre à la construction d'un étage supplémentaire sur une maison. Il faut aussi signaler que lorsque les ressources économiques le permettent, certaines familles décident d'aller habiter hors du camp. C'est une possibilité qui ne touche que la partie la plus aisée de la population. Mais c'est un désengorgement qui est rendu nécessaire au regard de la densité et qui produit de nouvelles villes en périphérie des villes traditionnelles palestiniennes. Par exemple, ainsi en est-il de la ville de Doha, qui est construite en face du camp de Déhéché, en périphérie de Bethléem. La plupart des maisons dans les camps sont construites en parpaing et en béton, et ce n'est pas anecdotique que de vous donner ces détails, puisque le béton est bien souvent laissé brut. Il n'est pas recouvert de la pierre, d'un parement en pierre, qui est dit pierre de Jérusalem, qui est utilisé comme parement ailleurs dans les villes palestiniennes. Et c'est une volonté pour la communauté réfugiée de ne pas normaliser leur situation, de ne pas fondre le bâti du camp dans le bâti de la ville. Les murs des camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie ont la particularité très forte d'être recouverts de peinture, qu'il s'agisse de graffitis, de tags ou de fresques. Quasiment aucun mur n'est laissé à nu. La production pléthorique d'éléments graphiques, écrits ou figuratifs, elle constitue un paysage urbain qui est très particulier et qui est commun au camp palestinien de Cisjordanie. Et après cette introduction un peu descriptive de l'espace des camps, je voudrais rentrer maintenant dans une perspective un peu plus historique sur le mouvement graffiti en Palestine lui-même, pour vous donner un peu quelques éléments. Et je vais structurer mon propos en trois temps, en vous parlant d'abord de la première génération de graffeurs qui a commencé à graffer vers la fin des années 60 et surtout pendant la première intifada, avant de vous parler d'un certain renouveau de la pratique du graffiti dans sa dimension esthétique, avec le développement notamment d'une dimension esthétique. Et puis, je terminerai par la troisième et dernière génération, celle des graffeurs d'aujourd'hui qui font face à cet héritage. Alors, le premier graffiti qui aurait été peint à Déhéché remonte à 1967, date à laquelle, en utilisant le matériel de son frère peintre, un des habitants du camp a peint sur le mur du bâtiment du centre de distribution de l'endroit, qui était alors le mur le plus long du camp, Done the Occupation. L'écriture sur les murs des camps, elle était alors l'équivalent des journaux, puisqu'il s'agissait à ce moment-là de diffuser des messages, principalement des slogans. L'inspiration, elle semble venir à travers les interviews que j'ai pu récolter. Elle semble venir d'informations, d'images que les personnes avaient vues à ce moment-là, qui venaient notamment du contexte algérien, où ils avaient vu que les messages liés à la guerre d'indépendance étaient délivrés à travers les murs. Et donc il y a eu une volonté d'utiliser le même médium. Pendant la première intifada, le mouvement s'est totalement amplifié, allant jusqu'à recouvrir entièrement les murs des camps avec des messages qui, par leur simple présence, représentaient un acte de désobéissance civile qui consistait à s'exprimer sans censure dans un moment où il était impossible de le faire. L'action de peindre, elle pouvait également être considérée comme un rite de passage à ce moment-là, passage de l'enfance à l'âge adulte, et ce notamment au sein de la résistance, particulièrement pour les jeunes femmes. Et là je fais référence aux travaux de Julie Petite, qui est une anthropologue qui a travaillé sur ce type de témoignage. Les graffitis, à ce moment-là, ils s'écrivaient la nuit. Souvent, il nécessitait d'avoir une couverture, donc les personnes ne sortaient pas dans les rues à découvert, mais avec le visage caché. Et il faut noter que l'armée israélienne s'assurait que certains graffitis
soit effacés, en venant frapper aux portes des maisons, également la nuit, sur lesquelles des graffitis étaient peints, en sommant les habitants de ces maisons de recouvrir d'une quelconque manière ces écritures. Alors, je voulais justement vous donner une citation du travail de Julie Petit, qui contextualise et parle un peu de l'importance du mouvement graffiti au moment de la première intifada. Ce que cette anthropologue montre, c'est que, et puis elle fait un jeu de mots en fait en parlant de la guerre des pierres, en disant que les pierres étaient à la fois une arme, mais aussi un médium de diffusion, et elle vient aussi un peu contrebalancer cette image qui a beaucoup circulé dans les médias d'une intifada qui était seulement une guerre de pierre, alors qu'il s'agit d'un mouvement aussi beaucoup plus vaste. Et donc elle rappelle le statut de ces graffitis sur les murs d'école. Maintenant, je voudrais vous parler un peu du renouveau de la pratique du graffiti, à la fois du développement d'une certaine dimension esthétique, et puis peut-être aussi également d'un changement de destinataire. Alors, le renouveau de la pratique du graffiti, elle se fait à travers une volonté de représenter des messages différents, c'est-à-dire d'ouvrir la représentation à d'autres éléments que les symboles nationaux palestiniens. Certaines fresques, par exemple, tentent de montrer d'autres éléments, faisant notamment référence à d'autres luttes dans le monde, ou bien en faisant appel à des thèmes qui seraient pas directement des thèmes directement politiques. Pardon. Alors, je vais vous montrer voilà, ce premier exemple d'un appel à un contexte différent. Et puis un second exemple où je vous ai mis en regard un graffiti qui a été peint à Déléché et un graffiti qui est très célèbre en Irlande du Nord, dans la ville de Derry, Londonderry, où on voit qu'il y a une reprise. Alors le premier, c'est celui qui a été fait à Derry, et on a une reprise donc, de ce slogan sur les murs de Déléché. Donc ça témoigne d'une volonté aussi d'internationaliser la question et de faire référence à d'autres contextes. La plupart des acteurs qui peignent, ils ont la particularité de revendiquer une pratique de type artistique, soit qu'ils soient artistes eux-mêmes, soit qu'ils rejettent l'utilisation de projecteurs, puisqu'en fait il y a énormément de graffitis dans les camps de réfugiés, notamment à Déléché, qui sont réalisés sur le principe du décalque. On va projeter une image sur un mur et puis dessiner les contours. Et la génération de graffeurs dont je vous parle, qui n'est pas la toute dernière génération de jeunes, justement va se poser un peu en contre en disant qu'eux n'utilisent pas cette technique-là qui simplifierait la tâche. Donc il y a vraiment une revendication de dimension esthétique. Ça se place aussi dans un contexte qui n'est plus celui d'une intifada, où il y a plus de temps et d'espace pour développer des fresques. Les premiers graffitis, ils devaient se contenter d'aller à l'essentiel en écrivant les messages le plus clairement et le plus rapidement possible. Et maintenant, hors du contexte de l'intifada, il a été possible de prendre plus de temps pour réaliser des fresques figuratives notamment. Il y a toujours, même s'il y a aussi des fresques qui ne sont pas politisées, il y a toujours la tension avec la production de murales qui font le portrait des martyrs, dont la dimension politique est souvent affichée à travers la reproduction du logo d'un parti politique, comme vous pouvez le voir sur cette image, donc en bas à gauche. Le but affiché est celui de créer et conserver la mémoire de ces personnes, mais également d'adresser un message à l'armée israélienne, puisque selon plusieurs interviews que j'ai pu conduire, je vous cite notamment l'une d'elles, où un interviewé m'a dit « They will follow you and look at you each time you will come in the camp », disant en cela que les portraits des martyrs étaient aussi destinés à être vus par les soldats de l'armée israélienne pour leur rappeler leurs actes, d'une certaine manière.
j'en passe à la troisième génération, les graffeurs d'aujourd'hui, qui font face à cet héritage et qui, d'une certaine manière, le reprennent. Alors c'est toujours le même artiste que je vais citer, me disait « Young people want to have Martia's portraits because they are proud of them ». Et en effet, le groupe de graffeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'accompagner peindre l'été passé, en 2016, se revendique de l'héritage de la première intifada. Il réalise bien souvent des portraits de martyrs, pas nécessairement récents, mais des martyrs de la première intifada ou même avant. Ces groupes de jeunes ne sont pas affiliés à aucun parti politique et ils réalisent ces peintures sans commande. Pourtant, ils reprennent les mêmes codes que ceux des murales des partis politiques en présentant le portrait du martyr, parfois assorti d'une phrase d'accompagnement, des dates de naissance et de mort. Le seul élément qui diffère est que leurs peintures ne sont pas accompagnées d'un logo d'un parti. Et c'est bien, à mon avis, cette question de l'indépendance qui semble caractériser la différence entre la nouvelle génération et la génération intermédiaire, puisque concernant les portraits de martyrs réalisés par la génération intermédiaire, il semble que chaque fresque ait été commanditée. Soit elle a été commanditée par la famille ou les amis du martyr, qui font appel à un artiste afin de commémorer la personne qui est décédée, soit par les partis politiques qui vont alors apposer leur logo à côté des portraits qui sont dessinés. Concernant la nouvelle génération, il semble à contrario que l'action de peindre elle soit plus spontanée et qu'elle ne soit pas ancrée dans des partis. Je vais maintenant passer à mon troisième et dernier point, où je voudrais tirer un peu les implications spatiales par rapport à l'idée de limite et au concept de frontière. On se situe dans une société qui est spatialement fragmentée, qui évolue dans un espace qui est fait de nombreuses barrières à la mobilité. Et je voudrais tirer quelques fils des implications spatiales en termes de rapport à la frontière qui découlent de ces pratiques du graffiti. Tout d'abord, je voudrais revenir sur un élément que je n'ai pas donné comme élément de contexte au départ, mais lorsqu'on pense au graffiti en Palestine en général, on pense souvent aux graffitis qui sont faits sur le mur de séparation. Alors, vous en avez une image ici. En effet, le mur de séparation est recouvert de manière quasi continue de graffitis. Si j'en ai pas parlé, c'est parce que lorsqu'on se penche un peu sur les personnes qui produisent ces graffitis, on se rend compte que quasiment aucun Palestinien ne vient peindre sur le mur de séparation, mais que ces peintures sont faites d'artistes internationaux ou de touristes ou activistes qui viennent peindre sur ce mur. Alors, ça m'intéresse pour vous parler de ce rapport qu'ont les Palestiniens au mur, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre d'un côté l'argument de la normalisation et l'autre celui de la médiatisation. Et je vais prendre quand même l'exemple de certains Palestiniens qui sont très minoritaires, mais qui ont quand même peint sur le mur de séparation. Ces personnes qui ont peint sur le mur de séparation, elles rejettent le fait de peindre, et pourtant elles ont peint quand même. Elles rejettent le fait de peindre sur le mur parce que c'est vu comme une forme de normalisation. C'est une manière de banaliser sa présence, la présence du mur, en la rendant plus acceptable. Et la très petite minorité de Palestiniens qui peignent sur le mur le font en détournant la fonction militaire et violente de ce mur, afin d'en exploiter le potentiel de mise en visibilité. À travers la diffusion d'un message sur le mur de séparation, c'est la communauté internationale qui est visée, et le mur qui, physiquement et concrètement, est une barrière, devient de manière symbolique un mur écran où seraient projetés des messages à l'attention de la communauté internationale. Maintenant, la frontière, elle est aussi thématisée, représentée. Elle est utilisée dans les camps et elle est représentée en tant que telle. Là, en l'occurrence, elle est représentée à travers les barbelés. Vous avez vu aussi les barbelés, je reviens un tout petit peu en arrière,
sur la droite de cette fresque-là. Donc c'est vraiment un motif qui est récurrent. Ce que ça vient rappeler, et ce que ça vient symboliser, c'est la demande du droit au retour qui est une demande forte de la communauté réfugiée. Et c'est aussi un élément qui est souvent mis en regard de la carte de la Palestine et de la clé qui était aussi présente sur la première fresque que je vous ai montrée avec les noms des villages. Alors, je crois qu'il va falloir que je conclue. Alors, je voudrais juste conclure sur le caractère dangereux en fait, qu'il y aurait à peindre dans les camps, et je vais reprendre une perspective historique pour cela, puisque la dangerosité, elle est différenciée à la fois dans le temps et dans l'espace, et elle vient révéler une frontière vive. Je souhaiterais en effet rappeler que peindre dans les camps de réfugiés aujourd'hui n'est pas sans risque, lorsqu'on sait que l'armée israélienne effectue des incursions militaires dans les camps de réfugiés. Il y a en effet des raids de l'armée israélienne en zone A, censés être sous contrôle total de l'autorité palestinienne selon les accords d'Oslo. Et le camp de Deiché, par exemple, a vu 3 incursions israéliennes entre la fin du mois de juillet 2016 et le milieu du mois d'août, blessant 18 jeunes palestiniens aux jambes et créant des handicaps à court et à long terme. Je rappelle ces faits parce que si peindre pendant la première intifada était très lié à la résistance et était vraiment un acte dangereux, ça peut toujours être le cas. Et ce sont encore les corps qui sont pris pour cible et des frontières vives qui traversent encore aujourd'hui ces espaces que sont les camps de réfugiés en Palestine. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Clémence, vous avez transporté alors vers un matériau, là pour le coup très tangible, un matériel, enfin c'est graffiti, et vous avez montré un peu comment les murs parlent aujourd'hui, enfin comment est-ce que... Moi ce qui m'a frappé aussi c'est, voilà, on parle beaucoup de mémoire aujourd'hui, de mémoire, alors vous avez montré un peu la mémoire des martyrs, mais aussi la mémoire des luttes, hein, et toutes ces apportations de modèles, et pour le coup, les modèles des luttes, un peu d'Algérie ou qui viennent d'Irlande, etc. Et vous voyez cette circulation un peu dans ces lieux qu'on croirait de nulle part, ces camps de réfugiés, comment ils sont pleins, presque, vous l'avez montré, presque sursaturés, à la fois de témoignages de tous les visiteurs, sympathisants, etc., sur ce mur que les Palestiniens eux-mêmes n'utilisent pas, et en même temps cette volonté d'inscrire toujours la mémoire de ceux qui sont partis ou les procédés sur les murs. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, et puis sur le contexte palestinien très parlant, enfin en tout cas de la spécificité à la fois de la vie en Palestine, mais de la lutte aussi, et de la contestation et de la manière. Voilà, ça, moi je trouve ça très parlant, merci beaucoup. Et je voudrais revenir encore une fois à quelque chose qui m'a frappé un peu entre les trois, c'est un peu la valeur et la notion du temps, hein, que l'on prenne le temps court de la contestation, que l'on prenne ou le temps long des luttes, des références des luttes, etc. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si... Oui, les choses sont en train de changer, vous l'avez montré entre le premier mouvement de l'Intifada. Alors, au début, c'était de la résistance, mais c'est la résistance qui elle-même change. C'est pas que ce n'est pas de résistance. Peut-être que c'est la résistance elle-même qui change, et résister dans les années 80 n'a pas la même signification ni le même but. Et peut-être que c'est pas le même but pour ceux qui résistent eux-mêmes. Je crois que la résistance elle-même change de nature, hein, avec le temps et l'histoire. Voilà. Donc j'ouvre le débat pour, je ne sais pas combien de temps, je regarde, mais voilà, je commence à prendre un peu les interventions. Nous devons terminer à quelle heure? À midi et demi? Oui. Oui. Voilà, on va essayer de prendre 3 quarts d'heure d'intervention et de réponse. On laissera au moins un petit quart d'heure de réponse aux intervenantes. Oui, est-ce qu'il y a un micro? Voilà. Oui, je vous en prie. Vous présentez un petit peu qu'on puisse...
Justin de Gonzague, je suis documentariste. J'ai pu travailler au Liban, au Kurdistan, en Turquie. Fait le tour des pays qui bordent la Syrie pour traiter des problématiques de frontières, de transfrontalité et surtout de migration des réfugiés en Turquie, au Kurdistan, en Jordanie, et ainsi de suite. Moi, j'aurais juste deux remarques. La première, ça concerne l'étude sur la jeunesse, les étudiants en Égypte. Je suis toujours un peu perplexe par rapport à, pas par rapport à l'étude en elle-même, mais à, comment on pourrait dire ça, le spectre de l'étude, en quelque sorte. Parce que là, on parle, enfin, j'ai cru comprendre, en fait, à travers votre intervention, qu'on parlait de jeunes urbains, en fait. Et les mots ont un sens, quoi. Et quand on utilise le terme jeunesse, en Occident comme là-bas, je trouve que ce mot est très trompeur, en fait. Très trompeur. Et qu'au final, on découvre après coup que les problématiques, elles sont complètement différentes à la campagne. Et donc, c'est juste une invitation à aussi porter un regard sur les transformations au niveau des campagnes. Et que j'opposerai par rapport à ces étudiants qui sont éduqués, instruits, en quelque sorte, enfin c'est une projection, hein, l'islamisme, et on peut le voir en Turquie aussi, c'est la revanche justement de ces populations méséduquées. C'est un symbole inversé en quelque sorte. Vous parlez de jeunesse éduquée qui s'accole au libéralisme. À la campagne, il faut bien comprendre que la relation à l'instruction, la relation à l'éducation, elle est très accolée aussi à la religion. C'est la première forme d'éducation. Donc je pense qu'en creusant, en faisant un parallèle entre les deux, vous pourrez nourrir votre étude et l'agrémenter en quelque sorte. La deuxième remarque, c'est sur les mouvements syriens, les activistes, et disons que votre conclusion, c'est pas qu'elle m'a choqué, mais je me rapprocherai plus de Madame la modératrice, qui intègre dans l'absolu un temps long. Il faut comprendre aussi, en comprenant l'histoire de répression de cette population, il faut aussi intégrer dans cette répression la volonté séparatiste du pouvoir, c'est-à-dire la volonté de couper les communautés les unes des autres. À partir de ce moment-là, quand le mouvement, l'événement guerrier arrive, il faut intégrer aussi cette mutation à l'extérieur, cette mutation interne qui s'est opérée lors des révolutions, mais aussi cette mutation à l'extérieur. C'est-à-dire que pour la première fois, peut-être, un jeune alawite comprend son activisme avec un jeune sunnite, avec un jeune chiite, de manière complètement différente, de manière désincarnée par rapport à un pouvoir. Il n'est plus dans une relation de stress ou de, comment on pourrait dire ça, comment on pourrait, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un rapport de violence et symbolique et étatique par rapport à sa lutte. Il est dans une reconfiguration de sa personne à l'extérieur et donc une reconfiguration de son activisme par rapport à l'idée qui se fait de son pays, à l'idée qui se fait de cette nouvelle symbolique étatique
qu'il est en train de construire. Et il y a aussi, je finirai juste par une anecdote, j'étais dans un camp en Turquie, il y a une dame qui me disait, oui, dans les médias occidentaux, on parle toujours que les sunnites combattent contre les alaouites et ainsi de suite. Et elle me disait, mais vous savez quoi, dans l'absolu, peut-être que je suis un peu plus heureux maintenant au niveau de ma conscience. Parce que pour la première fois dans ce chaos, je peux parler à ma voisine qui est alaouite sans avoir peur de parler à une alaouite. Je peux lui parler de ma résonance avec mon pays et partager quelque chose auquel je ne pouvais pas accéder auparavant. Donc moi, au contraire, si j'ai une conclusion à tout ça, c'est que c'est un espoir énorme. Parce que ces jeunes, ils ont une connexion avec nous. Nous qui n'avons jamais vécu la guerre, nous qui avons une faculté à créer des espaces de discussion, de confrontation, ils apprennent aujourd'hui. Et je pense qu'on est dans un stade, au fait, plus de mutation que d'arrêt. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'emmagasiner. Et il y a une autre génération qui va arriver et ils vont forcément gagner quelque chose dans cette bataille et avancer, quoi. Voilà ce que je voulais dire. D'autres, s'il y en a pas peut-être. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon oui, alors peut-être qu'on va regrouper un petit peu. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour vos interventions. Mon nom est Olivier Gers et je suis l'animateur du Cercle de Marseille de l'Assemblée des citoyens de la Méditerranée. Voilà. Il y a une trentaine de cercles dans les principales villes méditerranéennes et on a des actions, donc des initiatives citoyennes, pour reprendre le terme consacré, dans différents domaines, ici à Marseille et parfois en commun avec d'autres cercles. Ce qui m'interpelle toujours un peu quand j'entends le type de témoignage que vous avez apporté aujourd'hui, vous faites état toutes d'initiatives. Et je me pose toujours, ici, nous, on a la chance donc d'en prendre connaissance grâce à vous, mais je me pose toujours la question de l'information, de l'existence de ces initiatives à une plus grande échelle. Alors, ça porte sur un peu deux aspects. Déjà, sur l'information qu'ont chaque association ou individu donc, qui cherche à agir entre elles. Exemple, est-ce que vous avez, par exemple, les associations, on va dire caritatives ou humanitaires plutôt, que vous avez mentionné pour accueillir les Syriens, quelles connaissances ont-elles des initiatives que vous avez mentionnées dans d'autres pays? Voilà, comment ça... Alors, ça, c'est un premier domaine, hein, c'est l'information entre ces différentes structures qui cherchent à agir. Et puis, plus généralement, c'est l'information tout simplement des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même aller la chercher. C'est un effort quasi quotidien quoi, pour aller chercher de ces espèces la connaissance de ce qui se fait, de ce qu'inventent les gens, de ce qu'ils imaginent pour s'exprimer. Donc, voilà, ma question, pour conclure, excusez-moi d'avoir été un peu long, c'est selon vous, au cours de vos travaux, là, et dans vos travaux futurs, comment peut-on prendre en compte cette dimension donc d'information, de diffusion entre les différents acteurs et auprès des citoyens? Voilà. Merci. Merci à vous. Encore peut-être une troisième question et puis 3, 4. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, je me présente, je suis étudiant en deuxième année à Sciences Po, campus de Menton, Moyen-Orient, Méditerranée, et je travaille dans l'association Yaomena, qui travaille sur les dynamiques de la jeunesse au Moyen-Orient. Et du coup, j'ai deux remarques / questions pour, en premier, le travail sur la recherche en Syrie. Je me demandais comment vous analysez le fait que l'engagement humanitaire qui à la base est vécu comme apolitique en général est passé à un engagement militant, voire résistant, et comment dans vos interviews vous avez rendu compte de comment ces gens qui étaient
en 2011 jusqu'en 2013, peut-être 2014, des activistes politiques qui sont passés à des activistes humanitaires et qui vivent cet engagement humanitaire comme un combat politique. Est-ce que vous analysez ça comme une défaite du militantisme politique et de la résistance ou juste comme une transformation de l'activisme? Et ensuite, concernant l'Égypte, concernant l'engagement citoyen des jeunes en Égypte, vous m'avez laissé un peu perplexe quand vous parlez du travail des MUN, Model United Nations, parce que vous dites que c'est une politisation, un engagement citoyen, alors que, de ma propre expérience, je le vois plus comme une perpétuation du système politique. En l'occurrence, en ce moment en Égypte, c'est une perpétuation de l'antidémocratisme du régime de Sisi. Et du coup, comment dans vos recherches vous pouvez percevoir ces MUN-là, ces conférences-là, comme un engagement citoyen, comme une réflexion politique, alors que je le vois plus comme un renfermement en fait. Donc voilà. Merci. Une quatrième question, et puis on va peut-être essayer de répondre à cette première série de questions. Bonjour, je suis militante politique et entre autres au Parti de la gauche européenne. Et j'ai eu l'occasion d'être en juillet 2011 en Tunisie. Puis après, je suis partie au Caire. Et après, j'étais à Istanbul quand il y a eu la révolte sur la place Taksim. Moi, ce qui m'a semblé commun à ces trois mouvements dans ce que j'ai entendu à chaque fois, c'était cette volonté d'avoir la liberté de penser et de s'exprimer. C'était un point commun à ces trois révolutions. Et c'était, je vais en parler un peu plus sur la place Taksim en Égypte, c'était vraiment, ils avaient inventé sur la place des radios alternatives, des journaux alternatifs qui sortaient tous les jours, des télévisions alternatives. Ils voulaient avoir le droit de penser et de s'exprimer. Et ça, je pense que c'est pour ces jeunes, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas, je puis dire. En tout cas, en Tunisie, je retourne régulièrement. Je vois que ça, par contre, on ne pourra plus leur interdire de pouvoir s'exprimer. Donc, à mon avis, c'est la partie espoir, même s'il y a du fondamentalisme néolibéral et religieux qui refait surface, cette partie-là, elle reste. Je suis quand même contente de voir que ce sont des femmes qui s'expriment sur le sud de la Méditerranée. Voilà, ravie. C'est souvent les hommes qui sont là. Et par rapport aux expressions murales, sur lesquelles je suis très sensible, je vous dis que celles qui sont actuellement à Gaza sont très intéressantes. Depuis que les Israéliens sont partis de la bande de Gaza, Gaza est un livre ouvert dans ses peintures sur les murs. Merci beaucoup. Alors on va répondre dans l'ordre. Voilà. Je vous remercie pour toutes les questions. Et désolée, je n'ai pas pu retenir tous les prénoms, mais pour votre question, monsieur, concernant la jeunesse urbaine et la campagne, je suis d'accord avec vous que le terme jeunesse ne veut rien dire, et je peux citer Bourdieu que la jeunesse n'existe pas. Donc ma présentation et ma recherche concernent une catégorie très bien délimitée par le statut d'étudiant d'enseignement supérieur qui est un statut, comme j'ai dit, historiquement lié à une certaine associé à un rôle ou à une mission sociale et politique. Donc je n'ai aucune prétention de parler de la jeunesse égyptienne. D'ailleurs, même quand je parle des campus de province ou de la campagne égyptienne, ça, je n'ai pas eu le temps de développer, mais les universités en Égypte sont très associées à un contexte urbain, même dans les gouvernorats qui sont plus provinciaux. L'université urbanise d'une certaine manière l'espace pour ne pas... Pour le dire très, très brièvement et simplement. Donc, oui, étudier la jeunesse en campagne, ça serait très intéressant, mais ce n'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Pour la religion, j'admets que j'ai un angle mort dans mon enquête qui est de travailler avec les étudiants des frères musulmans.
parce que le moment où je suis arrivée sur le terrain, c'était c'était le moment où la répression était en son maximum et c'était vraiment un risque de sécurité de côtoyer ces étudiants. Et moi, je n'ai pas pu le faire malheureusement. Et je suis sûre que les militants étudiants frères musulmans pourraient ajouter à comment on voit l'université, parce que c'est un troisième projet politique très différent. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Pour monsieur, merci pour votre question, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'ai dit que c'est un engagement citoyen, mais j'ai pas vraiment pris le temps de dire comment. Donc, je vais revenir là-dessus très rapidement. Déjà, ce que j'ai observé, c'est que l'existence de cet espace en soi est une sorte de résistance, parce que ce type d'organisations sont gérées complètement par les étudiants, et lors des moments de restriction, ils s'engagent à défendre cet espace, à le garder, à dire qu'on va continuer nos activités, même si on a encore du mal à retrouver des financements, à avoir des permissions de la part de l'université. Donc déjà, cette lutte pour garder cet espace est pour moi une sorte de résistance. Le fait d'avoir un espace de discussion, de réflexion collective, d'apprentissage, où on parle d'une certaine manière de questions politiques. J'ai assisté à une séance du modèle où on parlait de qu'est-ce que c'est que l'État, comment gérer un État, comment c'est construit. Donc ça créait aussi un espace de réflexion qui pourrait aboutir à une sorte de discussion qui critique l'ordre social existant. Et finalement, c'est que comme la structure de ce type d'organisation ressemble un peu à des entreprises, donc ils ont ce qui équivaut le social responsibility. Donc ils ont un peu des projets pour développer les zones plus pauvres. Ils font des outreach, ils essayent de faire des collectes. C'est un peu dans l'idée de charité, mais quand même ils sortent de leur bulle. C'est pas de leur enfermement dont vous avez parlé. Donc d'une certaine manière, ce sont des dispositifs qui légitiment l'ordre social et politique, mais c'est aussi un espace de résistance. Oui. Je vais me suivre ici. Merci pour vos questions. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut bien prendre en compte les temps longs, surtout aujourd'hui quand les temps courts est tellement frustrant. Donc, c'est quelque chose que j'essaye de faire, que j'ai fait déjà dans ma thèse parce que j'ai travaillé sur les associations des bienfaisants et j'ai essayé un peu de retracer leur trajectoire tout le long du XXe siècle, que j'essaye de faire dans ma recherche actuellement parce que j'analyse cet activisme en termes de trajectoire. Donc, j'essaye de voir un peu ces gens-là qui sont engagés aujourd'hui dans ce type de structure, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà avant 2011, comment ils ont vécu les 2011 et qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Et aussi, dans ma présentation, c'est pour ça que j'ai voulu un peu revenir sur la période des années 2000 pour qu'on voit que ce qui se passe aujourd'hui n'apparaît pas de nulle part. Donc, voilà, tout à fait d'accord qu'il faut prendre les temps longs. Après, c'est vrai, j'ai fini avec une note un peu négative, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses positives qui sont sorties des 2011 et de la période actuelle. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai, c'est une redécouverte de soi, c'est une redécouverte du pays, une reconfiguration du rapport au pays, au patriotisme. Ça, c'est quelque chose de très positif. Aussi, une redécouverte de l'autre, aussi notamment à travers l'engagement dans tout type d'associations où des gens des régions différentes se côtoient et se parlent. Donc ça, c'est très positif. Il y a aussi un renouveau de la société civile syrienne qui est flagrant.
on voit bien au niveau culturel, il y a énormément de choses qui se passent, etc. Donc ça c'est vraiment indéniable. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai pu voir un peu l'évolution de ces jeunes activistes parce que j'ai vécu en Syrie 3 ans avant 2011, puis j'ai fait un terrain en 2014 et un autre en 2016. Et j'ai vu comment, par exemple, une partie de ces jeunes que j'avais connus en 2014 ne sont plus en Turquie ni au Liban. Ils sont aujourd'hui en Europe ou au Canada. Et une fois qu'ils arrivent en Europe ou au Canada, ils se soucient de leur vie quotidienne. Ils doivent apprendre une nouvelle langue, des démarches administratives, trouver un boulot. Et du coup, petit à petit, ils sont plus vraiment impliqués, même si leur volonté est de continuer à être impliqués. Mais en fin de compte, cet engagement disparaît petit à petit. Et ce n'est pas exclusif à la Syrie. J'ai discuté avec Pénélope Larcière qui a travaillé sur les Palestiniens et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les Palestiniens. Donc il y a quand même petit à petit un désengagement et il y a énormément de frustration, de désespoir aussi vis-à-vis des espoirs que la révolution a pu amener et que petit à petit ils se disent mais qu'est-ce qui reste de la révolution? Donc voilà, il y a quand même beaucoup de désenchantement. Et par rapport au communautarisme, c'est quelque chose, c'est un sujet auquel j'ai réfléchi avec un collègue dans un papier que j'ai écrit récemment. Et là, encore une fois, il y a des dynamiques contradictoires parce que d'une part, les communautarismes, on voit bien que dans les conflits syriens a énormément polarisé la population et qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a de la haine communautaire, etc. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tout un travail qui essaye de dépasser ça et que l'attachement au pays, au-delà des groupes sectaires, des communautés, est encore là et fait encore sens. Donc le pays, la Syrie, Al-Watan, fait encore sens pour ces gens-là, y compris même pour les Kurdes qui sont un peu allés dans le plus loin dans leur projet régionaliste, des fragmentations, mais il y a encore un attachement à la Syrie. Donc là, encore peut-être une petite note d'espoir, mais il ne faut pas nier que les communautarismes s'est beaucoup développé depuis 2011. Face à la violence, évidemment, la violence, la répression, j'en ai pas pu parler beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, quoi. Par rapport à l'information des structures, des associations et tout, avant 2011, la société civile syrienne et les associations qu'on trouve là-bas, qui sont essentiellement des associations de bienfaisance, plus de la moitié du tissu associatif est consacré à la charité. Donc ces associations sont très très isolées. Il y a pratiquement aucun contact avec des organisations internationales. Les financements sont très très surveillés. C'est surtout les associations chrétiennes de Syrie qui sont plus en lien avec des associations internationales. Donc avant 2011, vraiment très peu d'informations et très isolé. Et encore une fois, après 2011, et ça c'est peut-être aussi quelque chose de positif, on voit bien qu'il y a une ouverture énorme aussi par la force des choses. Parce que ces associations-là, au début, elles reposent sur des fonds, des tabarruat, des donations des gens, mais les Syriens aujourd'hui n'ont plus d'argent, ils sont eux-mêmes réfugiés, donc ils reposent de plus en plus sur des fonds internationaux. Et donc là, encore une fois, il y a une mise en réseau, il y a un contact avec des ONG internationales, des bailleurs de fonds, etc., etc. C'est des associations qui sont très bien informées parce que, encore une fois, par la force des choses, ces jeunes-là voyagent, essayent de faire un peu des plaidoyers, etc. Donc il y a une sortie, une internationalisation qui est là. Et encore une fois, eux aussi, ils essayent de diffuser énormément ce qu'ils font. Toutes ces associations ont aujourd'hui des pages sur Facebook, sur des comptes YouTube, etc. Donc ils essayent vraiment d'avoir une certaine transparence, alors qu'avant 2011, l'utilisation d'Internet est très très restreinte, en partie parce que les régimes ne laissent pas accéder, et aussi parce que souvent c'est des personnes plus âgées et qu'Internet... avant 2011 en Syrie n'est pas très utilisé. Enfin, pour la question de l'engagement apolitique, la résistance, etc., ça en réalité, c'est les sujets que j'essaie d'étudier aujourd'hui, donc ces rapports ambigus aux politiques au sein de ces types d'associations, de structures.
moi, je ne l'analyse pas en termes des défaites, mais je l'analyse en termes des transformations, et reconfigurations et reconversion des ressources acquises pendant les moments révolutionnaires, mais aussi reconversion des capitaux sociaux, des capitaux économiques, etc. Donc, bon, encore une fois, l'engagement apolitique ou politique n'est pas l'engagement humanitaire politicé n'est absolument pas nouveau. Il y a beaucoup de travaux qui montrent ça. Cette idée de l'humanitaire neutre et apolitique est une illusion. Et il y a des travaux qui montrent qu'aussi bien au sein des humanitaires eux-mêmes, les Européens, souvent il y a des causes politiques qui sont là, et même au sein des acteurs du terrain eux-mêmes. On ne peut pas demander, dans un contexte de guerre, à ces acteurs-là de ne pas avoir leurs propres idées. Et ça génère des fortes tensions et paradoxes qui sont très intéressantes. Et on voit aussi comment ces rapports aux politiques évoluent au fil du temps. En 2014, quand j'ai rencontré ces associations, il y a encore beaucoup des couleurs qui font référence à la Révolution, les verts, les rouges, les noirs, les 3 étoiles. Et aujourd'hui, en 2016, petit à petit, ils ont changé les slogans, les couleurs, etc., pour un peu neutraliser. Et bon, donc il y a un peu un effacement, une perte de l'identité d'apparence, mais en réalité, quand tu parles avec ces gens-là, tu vois bien que leurs idées sont encore là, leurs raisons d'agir sont encore les mêmes, mais dans la surface, on va vers une apolitisation, une neutralisation, une professionnalisation aussi de ces associations-là. Merci. Clémence. Merci pour vos questions. Je vais être brève. Je vais prendre les questions à l'inverse, en commençant par la remarque sur Gaza. Juste signaler un ouvrage en effet que j'avais vu et qui témoigne en effet de tout ce qui est présent à Gaza, qui s'appelle tout simplement Gaza Graffiti de Mia Grandal, et qui c'est principalement un livre constitué de photographies où on peut voir ce qui est présent à Gaza. Moi, je suis par ailleurs en contact avec quelques personnes à Gaza qui m'envoient aussi parfois un peu ce qu'on peut y trouver, mais ça ne fait pas partie de mon champ d'études. Et je voudrais juste dire quelques mots sur ces questions de diffusion de la recherche. Moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup en fait au sein de l'université. Parce que les formes qui nous sont proposées en tant que doctorantes sont des formes dites assez classiques, où on va écrire des papiers scientifiques, où je m'achemine vers la rédaction d'une thèse de doctorat que personne ne lira. Et j'aimerais, dans cette perspective-là, essayer de proposer une forme un peu différente. Et je travaille actuellement à la réalisation d'un documentaire sur les graffitis en Palestine, pour justement essayer de donner une visibilité à ces travaux qui seraient autres, et surtout d'envisager la recherche comme quelque chose comme un projet qui n'est pas simplement un projet individuel d'un chercheur, mais comme une production collective. Et dans cette perspective-là, j'espère réussir à co-réaliser ce documentaire avec des personnes sur place, et j'espère qu'il aura un accueil et une diffusion un peu plus large que ne pourrait avoir simplement l'écrit. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on est presque 12h30. Moi, je suis très contente qu'on en soit quand même arrivé à des fenêtres, oui, effectivement, de changements. Je pense qu'on a entendu quand même en filigrane beaucoup de changements en cours, et dans les formes de contestation, et dans les formes de résistance, et même dans les formes de la recherche. Je ne sais pas, moi, je pense qu'il y a de quoi aussi saluer un peu ces petits changements qui pointent à l'horizon, et que les expériences minuscules, mais il n'y a pas d'expérience minuscule, nous montrent. Donc voilà, le verre à moitié, c'est pas seulement le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Quelqu'un l'a dit peut-être tout à l'heure, peut-être qu'aussi nous sommes dans une période de mutation profonde, et que voilà, nous sommes encore trop dedans, et qu'il y a des changements et chez les oppresseurs, bien entendu. Ils auraient
tort de ne pas évoluer eux-mêmes, mais aussi du côté des autres, de ceux qui résistent. Et voilà. Moi, je pense que tout ça, ça veut dire aussi que le travail associatif, mais aussi le travail de recherche, peuvent encore une fois coopérer et collaborer pour que ce changement aussi soit à la fois plus visible, plus lisible aussi, et peut-être aussi plus actif dans la société. Ça aussi, c'est tout un projet. Merci beaucoup. On se retrouve à 14h pour 2 tables rondes successives. Merci, à tout à l'heure.